Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Pequignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Dédicace. À la mémoire de mes chers défunts, mon père, ma grand-mère, mon grand-père et mon ami Abdel Basset. Qu'ils reposent en paix. Je dédie ce livre à ma mère, à ma famille et à tous ceux qui me sont chers. À mon très cher neveu Bachir. Introduction. Alain Touraine. Le changement du monde n'est pas seulement création, progrès, il est d'abord et toujours décomposition, crise. En octobre 1999, David Hurst publia un article analysant la situation politique en Égypte. Le correspondant du Guardian au Proche-Orient estima que les tensions ne pourraient durer indéfiniment dans ce pays. Il pressentit que quelque chose allait se passer, beaucoup d'observateurs s'accordent sur ce point. Mais quoi et quand ? C'est toute la question. Hormis le cas de l'Égypte, ce témoignage reflète parfaitement l'ambiance régnante dans l'ensemble du monde arabe depuis des décennies. En effet, l'impression généralement ressentie de la stabilité était trompeuse. Face à l'immobilisme régnant, l'indifférence et l'attentisme marquaient les attitudes des grandes démocraties. Il a fallu attendre les tragiques événements du 11 septembre 2001 pour pouvoir constater un vif regain d'intérêt pour la région arabe. Au-delà des campagnes militaires menées en Afghanistan et en Irak, certains spécialistes reconnus du monde arabe commençaient à s'interroger sur les racines de l'autoritarisme, la place et le rôle de la religion, l'avenir de l'alliance avec les despotes de la région, etc. Les travaux sur le monde arabo-musulman se multipliaient dans les cercles académiques. S'inspirant de cette forte production intellectuelle, les Américains et les Européens, soucieux de faire face à l'islamisme radical, initièrent certains projets de réforme. En raison d'un contexte particulièrement contraignant, ces initiatives s'essoufflaient l'une après l'autre. Faute d'alternative, les Occidentaux allaient miser sur les autocrates aux grandes dames des démocrates de la région. Ce choix s'avérait lourd de conséquences. En effet, l'ajournement des réformes ne faisait qu'entretenir les frustrations. À quelques exceptions près, les régimes arabes disposant de moyens matériels et symboliques pour s'imposer ne manifestaient aucune réelle volonté de réforme. Économiquement, les taux relativement élevés de croissance réalisés ne profitent qu'à un petit segment de la société. Le chômage de masse et la précarité sont devenus insoutenables, et les classes moyennes ont été prises en tenaille. Face à un tel désarroi, l'opposition traditionnelle, dont la marge de manœuvre est réduite à néant, perd progressivement le monopole de l'expression politique de la contestation. Le ressentiment vis-à-vis de ces systèmes politiques à bout de souffle favorisait l'émergence des forces souterraines. Dotés d'une grande capacité de mobilisation, ces acteurs anti-système allaient surprendre le monde entier tant par l'ampleur de leurs mouvements que par la portée des revendications. En effet, ces révolutions arabes, idéologiques en apparence, menées au départ par de puissants mouvements sociaux pacifiques, ont pris de court les spécialistes les plus avertis du monde arabe. À l'intérieur des sociétés arabes, cette dynamique amorcée en 2010 mettait à l'épreuve la légitimité des régimes en place. Au-delà de son geste fatal, Bouzizi est le symbole même de ces laissés-pour-compte. La tragédie de ce jeune traduit le désespoir d'une génération, subissant les conséquences d'une piètre gestion des affaires publiques et des années d'austérité imposées au peuple de la région. À la différence des contestations sociales antérieures, plusieurs segments de la société, soucieux d'en finir avec l'autoritarisme,
allaient s'associer énergiquement au soulèvement. La fracture sociale latente se transforma alors en opportunité politique. Partout, le peuple réclame le changement. La crise de légitimité des régimes, le retrait de l'armée, Tunisie, Égypte, la médiatisation des révoltes, l'effet domino de la révolution tunisienne et les hésitations des grandes puissances favorisaient la chute de certains régimes. Au début des soulèvements, les régimes politiques de la région ne réagissaient pas de la même manière. Le Maroc et la Jordanie initièrent une nouvelle dynamique politique. Au Machrek, les monarchies du Golfe optèrent pour une redistribution de la rente pétrolière suivie d'un ajournement des réformes politiques. Dans les pays ayant emprunté la trajectoire révolutionnaire, Égypte, Libye, Tunisie, Syrie, Yémen, la situation paraît plus complexe. Hormis l'effet de surprise qu'elle a provoqué, cette dynamique de changement suscitait beaucoup de controverses dans le monde arabe et ailleurs. Ces révolutions pourraient-elles agir comme un moteur de la modernité politique ? Les forces contestataires et les nouveaux acteurs politiques sont-ils une source de démocratisation ? Les révoltes constituent-elles un moment de rupture ? Quels sont les véritables enjeux de pouvoir dans ces pays en transition ? Ces révolutions sont-elles comparables ? Au-delà de ces interrogations, l'optimisme de certains milieux académiques et politiques laissait croire que le monde arabe allait enfin retrouver le sens de l'histoire. Dans la majorité des pays, les révolutions étaient pacifiques et les revendications libérales des jeunes meneurs rassuraient les plus sceptiques parmi les observateurs étrangers. Au début du processus, l'aspiration des masses à la démocratie, au pluralisme et à la justice sociale inscrivait ces révolutions dans une dynamique universelle, et semblait contredire le mythe culturaliste de l'exception arabe avancé par certains orientalistes. Ultérieurement, l'optimisme consécutif aux premières élections libres, Tunisie, Égypte, Libye, Yémen, cédait progressivement la place aux scénarios les plus pessimistes. La tenue d'élections engendra une victoire des islamistes. Certains analystes évoquaient déjà un automne islamiste. Cette percée électorale des partis d'obédience islamiste suscitait des réactions diverses et une thèse inverse se fait jour. Et si les révolutions arabes, s'interroge Jean-Pierre Chevènement, n'avaient été qu'une ruse de l'histoire, ayant seulement servi de fourrier à l'islamisme politique, comme on le voit en Égypte, cœur du monde arabe, avec la victoire des frères musulmans ? L'homme politique français parle de deux temps dans la révolution arabe, celui de leur éclosion et celui du processus électoral qui va révéler le pays réel, en Tunisie et en Égypte. Le scepticisme est de mise. Sophie Bessy se demande si tous les soulèvements qualifiés de révolution arabe peuvent revendiquer le nom d'une révolution ? Parler de révolution paraît exagéré, dans le sens où les anciens rapports de domination politique et économique n'ont pas été encore beaucoup modifiés. Après avoir salué la libération du monde arabe et la transition démocratique, les médias occidentaux se ravisent et hésitent quant à la qualification des événements. Révolte, révolution, soulèvement, rébellion, insurrection ? Le flottement dans le vocabulaire est à la mesure du doute qui s'empare des acteurs et des observateurs. Aujourd'hui, on assiste à une dynamique politique à plusieurs vitesses. En Tunisie, l'ingénierie démocratique semble bien marcher tandis que dans les autres pays, la crise politique, Égypte et le chaos s'éternisent. Cela engendre tant de frustration et avorte les espoirs d'une population avide de changement. 6 ans après la révolution du jasmin, le bilan est mitigé. Si l'attribution du prix Nobel de la paix au quartet menant le dialogue national en Tunisie traduit bien la maturité d'un modèle de transition, l'autoproclamation de l'État islamique en Irak et au Levant et la multiplication des guerres civiles jettent le doute sur la portée réelle de cette dynamique de changement. Face aux évolutions actuelles, toute tentative d'inventaire serait vaine. Néanmoins, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les enjeux sous-jacents d'une telle mutation. Les transformations auxquelles nous assistons laissent perplexes. La fâcheuse propension à réduire la scène politique arabe à un champ de bataille entre islamistes et sécularistes modernistes est aussi simpliste que les approches analysant la violence rampante à l'aune de la seule variable confessionnelle. Aussi, la guerre menée contre l'État islamique masque des enjeux de puissance d'une importance capitale pour les pays de la région. Dans une zone qui concentre des intérêts stratégiques de première importance, les grandes puissances suivent de près les mutations qui s'accélèrent.
Surpris par l'ampleur et la célérité des événements, les grands de ce monde semblent avoir fait preuve d'une faible capacité d'anticipation dans une région supposée vitale pour leurs intérêts. Aussi, la gestion et l'accompagnement de ce printemps arabe ont mis à rude épreuve les diplomaties des grandes capitales. Les déterminants historiques, les représentations, les profils stratégiques et les intérêts économiques conditionnent largement les attitudes des grandes puissances. Quelles implications auront ces mutations sur les relations du monde arabe avec le reste du monde ? Se dirige-t-on vers de nouveaux équilibres de puissance ? Face à un environnement complexe, les grandes puissances seront devant des choix cruciaux tant sur le plan régional qu'international. Le présent travail constitue un regard sur un processus historique qui continue de surprendre et d'inquiéter. Chapitre 1 aux origines de l'autoritarisme, arabe. Histoire, culture politique et ALEASGEOPOLITIQUES. Dire que l'autoritarisme structure le champ politique arabe est une lapalissade. Les raisons d'une telle malédiction sont à chercher dans une histoire mouvementée marquée par le reflux de la dynamique réformiste. Le projet colonial tout comme l'idéologie nationaliste allait étouffer les minces espoirs du renouveau du monde arabe. Hormis ce facteur historique, la culture politique dominante est tout aussi déterminante dans la compréhension de l'autoritarisme arabe. Loin du simplisme du dogme orientaliste, véhiculant l'idée d'un monde arabe réfractaire au changement, l'endurance des régimes autoritaires n'aurait été possible sans l'aval d'élites façonnées par une certaine idée du pouvoir politique. Les vagues successives de démocratisation ne semblaient pas inspirer les leaders de la région arabe. Généralement hermétiques au changement, ces derniers ont su tirer profit du contexte très particulier de la guerre froide pour se maintenir au pouvoir. Au lendemain de l'effondrement du mur de Berlin, ils ont réussi, moyennant quelques concessions de pure forme, à s'adapter aux mutations induites par la fin de l'ère bipolaire. Les pesanteurs de l'histoire. Dans le monde arabe, l'histoire de la démocratie est une histoire d'espérance déçue. Bien qu'animés de bonnes intentions, les premiers réformateurs arabes de l'ère de la Nahda n'avaient pas réussi à transformer les sociétés arabes ou même à jeter les jalons d'une réelle modernisation politique. Les réticences internes et les convoitises européennes compromettaient cette dynamique de changement. Les motifs d'une telle impasse sont multiples. Sincèrement ou tactiquement, nous explique Harkoun, la plupart des réformistes ont préféré rebrousser chemin, car la pensée occidentale, telle que l'avaient assimilée et appliquée les hommes de la Nahda, révélait son incapacité à maîtriser les problèmes nés de la rencontre entre le phénomène colonial et les vieilles sociétés arabo-musulmanes. Les réformistes occidentalistes doivent s'effacer ou rejoindre la bourgeoisie traditionnelle pour encadrer les masses populaires en mouvement. L'échec des premières tentatives de rejoindre les temps modernes a été lourd de conséquences pour la région. La présence européenne dans la région n'a pas bouleversé la donne. En effet, l'idéologie coloniale servait avant tout les intérêts stratégiques et économiques des puissances européennes au détriment d'une certaine mission de civilisation, tant vantée par les idéologues de la colonisation. Les timides réformes amorcées par les conquérants européens restaient en deçà des attentes. Le décalage est flagrant entre les idéaux proclamés d'un discours universaliste porté par les défenseurs de l'ordre colonial et une réalité marquée par la domination et l'oppression. Cela engendrait tant de frustration au sein d'une élite croyant aux prétendus bienfaits de l'ordre colonial. Après la parenthèse coloniale, l'espoir était grand de voir finalement ces sociétés arabes accéder à la liberté et à la modernité politique. Hélas, la déception était encore plus forte puisque l'agenda démocratique n'a jamais été relevé au rang de priorité par les dirigeants des jeunes États. Dans leur grande majorité, les élites indépendantistes, hantées par d'autres préoccupations, ne se reconnaissaient pas vraiment dans les valeurs émancipatrices de la démocratie. En effet, la fin de la tutelle des grandes puissances n'a pas été suivie d'une réelle reconversion à la démocratie dans le monde arabe. L'élan émancipateur des indépendances n'a pas été suivi d'un engagement ferme en faveur d'un projet sociétal libéral et pluraliste. À quelques différences près, le moment indépendantiste n'a pas marqué une vraie rupture dans ces sociétés traditionnelles. Partout,
l'État postcolonial adopte une idéologie jacobine. Les raisons de cet immobilisme sont multiples, et les jeunes gouvernements avançaient plusieurs alibis pour ajourner les réformes démocratiques. À l'époque, la surenchère nationaliste et identitaire signifiait le rejet en bloc des fondements philosophiques de l'esprit démocratique. En effet, la décolonisation aboutit à un double mouvement, le premier à caractère politique, la création de l'État, le deuxième à caractère culturel, la repossession de soi. Dans pareilles circonstances, l'ouverture sur l'Occident et ses valeurs devenait suspectée et politiquement maladroit. À l'époque, cette altérité de combat permettait aux acteurs politiques de tirer le maximum de profit politique. Au-delà de ce facteur historique structurant, les élites indépendantistes au pouvoir estimaient que la consolidation des jeunes États passait d'abord par l'instauration de régimes forts. C'est une conception autoritaire du réformisme qui finit par s'imposer. Cet alibi laissait peu de place aux réformes démocratiques tant attendues par les peuples arabes nouvellement affranchis. Ainsi, le pluralisme, le débat démocratique, l'alternance au pouvoir étaient constamment sacrifiés sur l'autel de l'édification de l'État-nation. Justement, l'option pour l'unité organique de l'État primait sur la diversité et les particularismes politiques, ethniques et culturels. Ainsi, l'unanimité et le consensus mou ou forcé devenaient monnaie courante. Le caractère tribal et le communautarisme ambiant de certaines sociétés arabes renforçaient le totalitarisme et justifiaient les réflexes centralisateurs. Selon les défenseurs de l'État fort, le sous-développement exige un État capable de leur permettre de prendre rapidement les décisions qui s'imposent. Le sous-développement conduit à rechercher l'efficacité que seul cet État fort peut, d'après eux, assurer. Dans certains cas comme l'Égypte de Nasser ou l'Algérie de Boumedienne, l'État autoritaire considérait que le capitalisme d'État et le parti unique sont des formes supérieures d'organisation pour lutter contre le sous-développement. Démocratie et culture politique arabe. Hormis ce contexte historique et les multiples alibis avancés par les régimes politiques arabes, l'enracinement de l'autoritarisme trouve ses racines dans une culture politique imprégnant l'ensemble des modes de pensée et les comportements des acteurs politiques. L'arrivée des militaires à la tête des républiques arabes, Syrie 1949, Égypte 1952 ou en Irak 1958, allait définitivement enterrer la démocratie bourgeoise dans le monde arabe. Partout, c'est la paralysie des institutions. Les fameux conseils de la Révolution furent installés et les assemblées nommées, conseils révolutionnaires, remplacèrent les instances représentatives existantes. La multiplication des coups d'État et la consolidation des régimes conservateurs dans la région du Golfe ne faisaient qu'entretenir cette culture politique antidémocratique. En effet, la conception traditionnelle du pouvoir et la perception du politique renforçaient l'autoritarisme dans la majorité des pays arabes. À l'exception de quelques timides expériences libérales, menées au cours de la première moitié du siècle dernier, la démocratie avait généralement du mal à s'imposer comme mode de gestion du pouvoir. Lorsqu'elle existe, l'opposition démocratique n'avait pas suffisamment d'enracinement populaire pour créer un rapport de force défavorable au régime en place. Rêvant d'une communauté unie non traversée par des divergences, et représentée par un leader puissant et juste, l'homme de la rue est resté réfractaire au pluralisme dont il pense qu'il affaiblirait la collectivité. La rhétorique de l'unité nationale, rituellement associée à celle du développement, servira à légitimer, en la faisant passer pour l'idée nationale accomplie, l'hégémonie politique d'un ou de plusieurs groupes ethniques aux dépens des autres. Les projets d'intégration politique, panarabisme Oumma pour les islamistes, formulés par certains acteurs, États et formations d'opposition, et les menaces en provenance de l'environnement géopolitique immédiat, Israël, Turquie, Iran, entretenaient durablement cette utopie de l'unicité. Sur fond de passivité des masses arabes, le populisme de tous bords se développait dans la région. La démocratie faisait constamment les frais d'un contexte particulièrement agité. Les populations se montraient plus réceptives aux discours démagogiques. Dans la foulée des transformations des années 1940 à 1970, un populisme de l'espoir marquait les esprits. Dans le monde arabe, les nouveaux régimes instauraient des mesures symboliques en faveur de telle ou telle catégorie sociale,
agriculteurs, classe moyenne, et cherchait à combler l'opinion publique arabe de fierté, projet panarabe, anticolonialisme, guerre contre Israël. En contrepartie, certaines catégories se transformaient en clientèle du pouvoir. L'héroïsation du chef de l'État lui permettait de concentrer l'essentiel des pouvoirs entre ses mains. Le mécanisme d'exclusion politique des opposants s'opère par la répression et la consolidation d'un esprit de corps, asabia, qui animait les régimes autoritaires. Selon Amit Bozarslan, ce concept d'asabia renvoie à un registre infrapolitique puisque tout pouvoir constitué doit disposer d'un noyau dur solidaire, lui apportant des ressources matérielles, humaines mais aussi symboliques. Le pouvoir a besoin d'un groupe de solidarité, condition de la conquête de la cité, une coalition de tribus sunnites mobilisables en cas de crise politique majeure. Cette hypothèse allait se vérifier lors des récentes guerres civiles dans le monde arabe. En effet, cette asabia acquiert une force sans commune mesure à partir du moment où elle parvient à prendre le contrôle de l'appareil d'État et mène des politiques publiques permettant son ancrage social. Ce type d'analyse a été particulièrement mobilisé pour les cas syriens ou irakiens. Mais il trouve aussi son application dans les États du Golfe ou en Jordanie, dirigés par une famille plus ou moins large qui domine les ministères de souveraineté, c'est-à-dire les positions clés de l'État. Évidemment, l'exécutif monopolise et contrôle l'essentiel des domaines régaliens. Bref, l'État moderne au Mashrek est une asabia qui a réussi. Justement, ces asabiyats se recomposent, s'acclimatent au système politique ou économique ou font l'objet de recomposition. Parallèlement, elles peuvent en être les acteurs en prenant comme point d'amputation l'État. Victimes de la répression mais aussi otages de cette culture politique dominante, les rares structures partisanes libérales éprouvaient du mal à recruter et à mobiliser les masses autour d'un projet démocratique. À quelques rares exceptions, la majorité des formations d'opposition, islamistes, nationalistes et communistes, entretenaient un rapport tendu à la démocratie. Les projets politiques défendus par ces acteurs politiques ne s'inspiraient pas forcément des valeurs démocratiques. Selon les pays, panarabisme, justice sociale et réislamisation de la société étaient les vecteurs directeurs de leur action militante. N'étant pas au cœur des priorités de la classe politique, pouvoir et opposition, la promotion d'une société démocratique n'était pas un enjeu central dans le monde arabe. Partout, c'est la même équation. L'État autoritaire en conflit ouvert avec des mouvements d'opposition, défendant une vision structurellement non démocratique. Qu'ils soient aux affaires ou à l'opposition, les panarabistes puisent dans une idéologie nationaliste très à la mode à l'époque tandis que les conservateurs, islamistes et traditionalistes, cherchaient un retour aux valeurs authentiques de la société. Dans ce contexte, l'opportunisme politique, le système des allégeances, les connivences et l'économie rentière assuraient un certain équilibre et entretenaient un conservatisme fort préjudiciable à l'émergence d'une société démocratique. Dans le même sens, les gouvernements en place se renforçaient de la passivité des classes moyennes, rendue possible par une certaine capacité de répartition, richesse et pouvoir, et l'absence pure et simple d'une réelle société civile autonome, porteuse d'un projet de société pluraliste. La plupart du temps, les acteurs politiques étaient apprivoisés et instrumentalisés par le pouvoir en place. Partout, c'est la fermeture de la participation et de la contestation politique. La démocratie, en tant que mode de gestion du pouvoir, avait du mal à s'imposer et à s'enraciner. Dans le monde arabe, le populisme de l'espoir allait séduire une majorité qui croyait aux promesses de progrès, de libération et de victoire sur les ennemis de la grande nation arabe. Dans pareilles circonstances, un certain pragmatisme imprégnait les choix des acteurs politiques. Ainsi, les interactions possibles avec les modèles démocratiques occidentaux se limitaient aux seuls emprunts institutionnels, nécessaires au fonctionnement des États naissants. Au-delà du mimétisme institutionnel, l'esprit démocratique faisait cruellement défaut. Partout, les conservatismes s'enracinaient et se consolidaient. En l'absence de tout contrat politique au sein de ces sociétés, la démocratie s'éclipsait devant le syncrétisme idéologique et le bricolage institutionnel des régimes politiques arabes. À ces facteurs d'ordre culturel, le déficit démocratique ne remettait pas en cause la légitimité politique des pouvoirs en place. En effet, les gouvernants arabes allaient chercher tantôt dans le nationalisme,
tantôt dans la religion les éléments symboliques leur permettant d'asseoir leur pouvoir. Le cas de l'Arabie saoudite, du Maroc ou encore de la Jordanie l'illustre clairement. En Arabie saoudite, le pacte conclu entre les religieux wahhabites et le chef tribal Mohammed ibn Saoud consacra la mainmise des premiers sur l'appareil de l'État saoudien qui vit le jour en 1932. En Jordanie et au Maroc, les souverains des dynasties alaouites et hachémites sont les descendants en droite ligne du prophète. Au Maroc, le roi est considéré comme le commandeur des croyants. En Jordanie, la personne du roi reste sacrée et tire sa légitimité du religieux. La montée en puissance du nationalisme et du panarabisme, au cours des années 1940 à 1970, offrait à certains gouvernements arabes une certaine légitimité. Au Mashrek, le soutien au mouvement de libération nationale et la volonté d'intégrer le monde arabe en un vaste ensemble panarabe allaient marquer les esprits pendant des décennies. Les idéologues du Parti Bas, fondé en 1944, visaient la création d'une grande nation arabe socialiste et laïque. Cette doctrine politique allait connaître un grand rayonnement dans les années 1950 à 1970. Jamal Abdel Nasser, grand leader arabe, défendait une approche unioniste et anti-Occident. Sur fond de frustration et de crise politique et identitaire, le patriotisme se développait un peu partout dans le monde arabe. À l'intérieur des sociétés arabes, l'heure est au consensus et à la mobilisation. La poursuite du combat pour la liberté et la défense des grandes causes arabes, Palestine, laissait peu de marge de manœuvre aux défenseurs des valeurs pluralistes. Au Moyen-Orient, les régimes arabes, en guerre contre Israël, ne considéraient pas la démocratie comme une priorité. Le nationalisme se traduisant par l'engagement aux côtés des Palestiniens, et plus généralement aux côtés des mouvements de libération nationale, Égypte-Algérie, devenait une source de légitimité politique. Délégitimés par la machine de propagande étatique, les partis et mouvements d'opposition furent systématiquement taxés de conspiration et d'intelligence avec l'ennemi. Les opposants au régime, toute obédience confondue, avaient longtemps fait les frais d'un tel contexte historique. La transition ratée des années 1990. Hormis les facteurs endogènes évoqués, le contexte très particulier de la guerre froide entretenait davantage l'immobilisme politique dans les zones d'influence des grandes puissances. Le monde arabe n'a pas échappé à la règle. En effet, la région a été très convoitée par les deux géants qui poursuivaient les mêmes objectifs, à savoir assurer leur présence et contenir les prétentions hégémoniques du bloc rival. En effet, les soviétiques s'étaient distingués par leur soutien au régime arabe progressiste alors que les Américains comptaient sur les pays conservateurs pour contenir le communisme, saper le nationalisme panarabe et assurer l'acheminement du pétrole du Golfe vers les marchés occidentaux. La donne géopolitique desservait la marche vers la démocratie. À l'époque, il était question pour l'Occident d'entretenir une rigidité sociale maximale et de consolider l'arriération. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.